Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le vice-président de la métropole à la santé, solidarité aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Alors vous présenterez au nom de la métropole avec Bruno Bernard demain le projet métropolitain des solidarités. C'est le deuxième engagé par la métropole. Le premier l'avait été par vos prédécesseurs. Quel changement apporte-t-il ? Des changements fondamentaux puisque c'est un PMS, un projet métropolitain des solidarités post-Covid. Et entre le premier et le deuxième, on a connu cette chose absolument incroyable, une crise sanitaire planétaire qui est venue nous imposer de repenser les politiques de solidarité après cet événement qui nous a demandé d'abord dans un premier temps de se rapprocher, d'apprendre à travailler ensemble, dans un deuxième temps d'en tirer les conséquences, et puis maintenant de mettre en place de nouvelles politiques sociales qui sont adaptées à ce qu'est la société aujourd'hui après cette crise sanitaire. Mais concrètement, cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé dans vos actions ? Elle a, alors par exemple dans le domaine qui est le mien plus précisément en matière des métiers du prendre soin, la crise sanitaire a été un déclencheur quant à, je vais m'aventurer à dire, un changement de paradigme quant à ma relation au travail. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réelle difficulté en matière de recrutement et de fidélisation des métiers du prendre soin, tant dans les établissements, genre EHPAD, ou sur l'aide à domicile, comme les auxiliaires de vie avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Ces métiers font l'objet d'une désaffection. Il n'y a plus d'attractivité pour ces métiers, probablement pour des bonnes raisons, hein, une mauvaise rémunération, un sentiment de reconnaissance qui doit être restauré. Toujours est-il que la Covid a été le déclencheur de quelque chose qui sourdait depuis des années, puisque je crois qu'aujourd'hui, on paye des politiques sociales qui ont négligé ces métiers. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à une nécessité de revoir nos façons d'intervenir à ce niveau-là. Le paradoxe, c'est qu'on n'en a jamais autant parlé, peut-être que pendant la Covid, justement, où on mettait en avant ces acteurs du soin qui étaient en première ligne. Oui, les acteurs du soin du sanitaire. Je me souviens, souvenez-vous, pendant le premier confinement en 2020, tout le monde, le soir à 20h, se mettait sur son balcon et applaudissait. Et on applaudissait, à juste titre, les professionnels hospitaliers, les infirmières, les médecins, etc. Qui a applaudi une assistante maternelle, une nounou, comme on le dit de façon familière, qui a applaudi une auxiliaire de vie, qui a applaudi une aide-soignante dans un EHPAD? Personne. Elles ont été, je dis elles parce que c'est à 97-98% des femmes, elles ont été les grandes oubliées, les grandes invisibles. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui on en est à voir une forme d'exode vers ou le sanitaire, l'hospitalier, où on voit aussi des gens qui changent de métier parce que le sentiment de ne pas être reconnu par la société alors qu'elles fournissent, elles accomplissent une mission qui est fondamentale pour nos dispositifs de justice sociale. Cet exode, concrètement, sur les politiques que vous menez, est-ce qu'il les met en danger ? Ah, réellement. Réellement. Aujourd'hui, on en est à être confronté sur certains établissements avec des postes à pourvoir à hauteur de 15, 20, 25, 30% de carence. Même chose pour l'aide à domicile. Comprenez, aujourd'hui, les politiques sociales, ça consiste principalement, sur le grand âge, par exemple, à permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible à domicile. Pour cela, on a besoin d'avoir du personnel qui intervient auprès de ces personnes pour leur administrer des soins, et pas uniquement infirmiers, mais des soins du quotidien, du domestique. On ne peut pas, d'un côté, privilégier un virage domiciliaire et en même temps manquer de personnel pour s'en acquitter. Et on est confronté à ce paradoxe. On augmente les besoins, et on a de plus en plus de difficultés à pourvoir en matière de personnel. Et encore une fois, on cherche du personnel qui a la vocation. Ce ne sont pas des gens qui manipulent des cartons. Ce sont des professionnels qui manipulent, qui travaillent avec de l'humain et de l'humain fragile. En clair, si on veut véritablement une société où la dignité reste une notion qui a encore sa place et pas uniquement un effet d'annonce, il va falloir qu'on se réinterroge sur nos politiques de solidarité. C'est ce que la métropole a souhaité faire. Alors on sait que les professions de la santé ont été revalorisées. Est-ce que c'est la nécessité aussi pour les professions du soin ? Bien entendu, bien entendu. Et c'est ce à Est-ce quoi que, nous avons en la procédé. matière, l'effort de la métropole est suffisant ?
Si vous allez questionner les professionnels, on vous dira que ça ne l'est pas, et probablement que ça ne l'est pas encore suffisamment. Et bien entendu, ce retard, on le prend. Vous savez, les dernières dispositions qui ont été votées par la métropole lors de la dernière commission permanente, ça représente 10 millions d'investissements supplémentaires, pérennes, puisque c'est du salaire. Ces 10 millions, probablement qu'on vous dira que ça ne suffit pas, sauf qu'on est avec de l'argent 10 millions, public. ça représente combien par agent? Je ne sais pas. Je ne vais pas Alors, vous dire proportionnellement. Si on prend l'ensemble du personnel de la métropole, y compris les crèches, le chiffre global, c'était 33 millions pour 10 000 personnes, ce qui ferait autour de 3 000 euros par an de revalorisation par agent. La revalorisation, elle est de 3,5% du point d'indice. Donc, une revalorisation du salaire de 3,5%. Alors après, les points d'indice, là, on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais 3,5%, quand on nous dit qu'on a une inflation qui dépasse les 8, les 10, les 12, et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, bien entendu que ce n'est pas suffisant. Sauf qu'il fallait bien commencer à un moment. Et puis, au-delà de cette revalorisation salariale, il y a aussi ce sentiment de reconnaissance dont je vous parlais tout à l'heure. On ne peut pas nous demander à des personnes de s'acquitter de missions aussi fondamentales et les laisser dans l'invisibilité comme ça s'est fait pendant la Covid. Et puis, troisième levier important, c'est la qualité de vie au travail. Et là, on a véritablement besoin de les accompagner, de les reconsidérer, parce que le tout, ça n'est pas que de recruter, mais il faut ensuite fidéliser, conserver les personnes sur leur poste. Alors, concrètement, comment on améliore la qualité au travail? On change la manière de manager ces personnes? Entre autres, moi je pense qu'à partir du moment où on considère que le post-Covid, la période post-Covid nous impose de repenser nos politiques de solidarité, je pense que ça nous impose aussi de repenser notre façon de manager, d'accompagner les professionnels, de mettre en place des dispositifs qui leur permettent, par exemple, je vais prendre un exemple, l'analyse des pratiques professionnelles. Les personnes qui travaillent à domicile sont des personnes qui travaillent seules, qui sont livrées à elles-mêmes, qui sont parfois confrontées à quelque chose qu'on pourrait qualifier de maltraitance bien involontaire de la part des bénéficiaires, parce que certaines personnes présentent des troubles cognitifs, par exemple, et peuvent être assez difficiles à vivre avec ces professionnels. Ces professionnels ont besoin de pouvoir se retrouver entre pairs, pour pouvoir partager, et c'est ce que nous faisons. Nous mettons en place des espaces de parole de façon à ce qu'elles puissent venir se ressourcer et repartir le lendemain avec une charge mentale qui s'en est trouvée un tant soit peu diminuée. Quand on parle de management, c'est aussi plus d'autonomie pour les personnels? Plus d'autonomie avec une expérimentation sur des équipes autonomes de 2 ou 3 professionnels qui vont s'organiser, qui vont organiser leur emploi du temps, les missions qu'elles vont se partager en fonction de secteurs géographiques. Ça permet à la personne d'être à la fois dans une forme de sécurisation parce qu'elle reste salariée et en même temps le sentiment d'être un peu maître de son emploi du temps. Un mot sur la question du handicap et de l'inclusion. On sait que la loi impose en 2026 que l'ensemble des bâtiments publics soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que la métropole sera au rendez-vous? Je l'espère. J'ai pour habitude de dire que je ne fais pas de promesses. Ça veut dire que je ne fais pas de promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Le chantier est immense. On a pris du retard, beaucoup de retard. Ces 10 dernières années, on n'a pas tenu un calendrier qui aurait dû être beaucoup plus serré. Et aujourd'hui, lorsqu'en 2020, il a fallu qu'on fasse l'inventaire de ce qui restait à faire, on a constaté qu'il n'était matériellement pas possible d'être au rendez-vous en 2026. Je ne pense pas que la métropole soit la seule collectivité dans ce cas. Ceci dit, au niveau de la métropole, puisque les autres collectivités vont faire comme elles peuvent et comme elles veulent, 2026, ça me paraît un peu court. En tout cas, on fait le maximum et on a mis en place des mesures de façon à être le plus près possible du rendez-vous, qui est celui qui est imposé par le gouvernement. Mais la métropole n'arrivera pas à respecter la loi et rendre tous les bâtiments accessibles en 2026. Je ne vois pas comment ce serait possible. Autre sujet en matière de handicap, ce sont les assistantes scolaires, les AESH. Oui. Les parents font beaucoup remonter un manque de personnel disponible pour leurs enfants. Là-dessus, est-ce qu'il y a du mieux à prévoir? Du mieux à prévoir. Là aussi, on a besoin de venir enrichir les cohortes. Alors, les AESH dépendent de l'éducation nationale, avec qui on travaille en bonne intelligence, mais chacun reste souverain dans son domaine. Aujourd'hui, on manque sévèrement de professionnels dans les écoles.
La métropole est responsable de la MDMPH, donc nous attribuons, nous notifions des aides humaines à des enfants en situation de handicap. Ensuite, à charge à l'éducation nationale de fournir ces personnes sur les établissements scolaires. Et bien entendu qu'on manque aussi de personnel, mais à l'instar des difficultés qu'on retrouve dans tout le médico-social. Pascal Blanchard, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.